Prise 2. Hi guys, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Diabolo Fraise. Un épisode qui tombe comme la soupe sur le cheveu, j'ai envie de vous dire, puisqu'il n'était absolument pas prévu. Voilà, c'est juste que je me suis tapé une déterre ce matin à me dire j'allais enregistrer un nouvel épisode et ça s'est mal enregistré, donc je retourne cet épisode. Bref, le truc qui m'a motivée à faire cet épisode, c'est la trend 2025 qui parle à 2020. Je sais pas si vous avez vu ce truc, mais c'était en mode le nous de 2025 qui parle au nous de 2020. Et quand la musique drop, on voit du coup le nous de 2020 qui est choc barre. Et j'ai trouvé ça trop drôle parce que je me suis dit, franchement, même juste 6 mois en arrière, je pense que ma mâchoire se décrocherait. Si je devais voir la personne que j'étais il y a 6 mois et lui raconter tout ce qu'on a fait, je pense que je ferais un malaise. Voilà, du moins la version passée de moi ferait un malaise. Du coup aujourd'hui on va parler de ça, on va essayer de faire aussi un petit bilan de 2025, tout ce qui s'est passé, toutes les leçons que j'ai retenues, toutes les expériences que j'ai pu faire, etc. etc. C'est un peu un bilan avant l'heure finalement, mais je me dis que vous savez quoi, comme on ne sait pas ce que nous réserve la fin d'année, on va faire le bilan dès maintenant. On ne sait jamais ce qui peut se passer et au moins comme ça s'il y a des dingueries, vous savez quoi, on aura déjà traité les 9 derniers mois et on n'aura plus que la fin à traiter. Tranquille. Alors chopez-vous à boire et à manger ou votre activité manuelle, parce que je vois de plus en plus de stories de gens qui m'écoutent pendant qu'ils sont en train de dessiner, de faire leur ménage du dimanche et tout. Je trouve ça trop bien, continuez à me taguer sur ce genre de story, vraiment ça me fait trop plaisir. Donc chopez-vous une activité à faire et écoutez, c'est parti. Est-ce qu'on doit revenir sur les derniers épisodes de Diabolo Fraise où j'étais littéralement une larve, un zombie? Pour tout vous dire, je les ai re-regardés du coup après avoir tourné le premier essai de cet épisode et je me suis vraiment vue dépérir. Je pense que ça se voyait pas trop à l'écran pour vous, mais quand je compare les deux versions de moi, donc celle qui fait les épisodes et celle d'aujourd'hui, mon Dieu, il y a vraiment un gouffre. Je pense que le début d'année a été facile pour pas grand monde. Tout du moins, s'il a été facile pour vous, grand bien vous fasse. En tout cas, pour moi, 2025 a décidé de me rouler dessus. Petit rewind pour ceux qui n'auraient pas écouté mes épisodes précédents, je vais essayer de vous la faire un petit peu courte, mais pas trop quand même parce que, vas-y, il y a quand même des détails un petit peu croustillants à évoquer. J'ai commencé l'année en janvier avec un petit accident de voiture qui m'a coûté ma première bagnole que j'avais même pas depuis 1 an. On commence bien l'année, hein. Une journée à l'hôpital, un mini coup du lapin, bref, j'ai kiffé ma vie et surtout j'ai été remboursée mais pas à la hauteur de ce qu'il me fallait pour acheter une voiture. Du coup, j'ai commencé l'année avec un trou dans mon portefeuille. Un bonheur. J'ai adoré. Sauf que, parallèlement à ça, en cours, ça n'allait plus du tout. J'ai commencé un cursus en début d'année dernière, donc en septembre 2024. Mon Dieu, ça fait loin. Et en fait, ce cursus s'est révélé être intéressant, mais pas du tout adapté à ma manière de fonctionner. Et surtout, il s'est avéré que j'ai eu beaucoup de conflits avec mes camarades de classe, pour plein de raisons différentes. Je vous la referai pas en long, en large et en travers, mais en tout cas, ça s'est avéré que j'avais un syndrome dépressif réactionnel dû au harcèlement que j'avais subi dans les années passées et à celui que je subissais à ce moment-là. Puisque oui, on parle littéralement de harcèlement et de sabotage académique dans mon cas. Je vous laisserai aller voir l'épisode, je crois, 10, où je vous explique que tout ce qui ne tue pas nous rend pas plus fort, juste ça nous roule sur la gueule. Où il y a un petit peu plus de détails si vous voulez vraiment avoir une vision un petit peu plus de cette histoire. Mais à l'époque, j'avais pas trop de recul pour me dire que c'était vraiment du sabotage. Bref, en tout cas, je le dis aujourd'hui, c'était du sabotage académique. Et du coup, ça m'a poussée à aller voir une médecin. La médecin m'a déclaré droit dans les yeux que j'avais un syndrome dépressif réactionnel et que j'avais une phobie scolaire. 2 choses que je savais déjà. Enfin, disons que je savais que j'avais des soucis d'anxiété, d'angoisse, j'ai toujours fait beaucoup de crises d'angoisse, j'ai toujours été malade, je me rendais malade à me faire quasiment des ulcères et ce genre de choses pour ne pas aller en cours, mais j'avais jamais trop affronté cette réalité. Genre j'étais bien dans mon petit déni, je me disais bah je suis juste un petit peu anxieux, c'est que je suis perfectionniste, j'ai envie de réussir en cours. Non. C'est juste que tu as la frousse d'aller en cours, ma grande. Et effectivement, ça s'est avéré. Voilà, donc quand la médecin me l'a annoncé, on était, je crois, déjà en février, et ça m'a foutu une torgnole dans la gueule, puisque c'est pas facile. Quand on vous sort de votre déni comme ça, là, pour vous jeter le nez dans la merde, c'est vraiment pas simple à vivre. Donc, je me suis morfondue pendant à peu près 2 jours à chialer dans mon lit comme une pieuvre. Pourquoi cette comparaison, je n'en sais rien, ne me le demandez pas. Est-ce que les pieuvres, ça pleure même ? Mais en tout cas, ce qui s'est passé, c'est que du coup, j'ai vraiment
eu du mal avec cette nouvelle-là. À l'époque, j'avais un rythme d'alternance qui était de 2 semaines université, 2 semaines alternance. À savoir que mon alternance, je l'adore, elle est géniale, je m'entends trop bien avec mes boss, trop bien avec mes collègues, enfin c'est trop bien. Genre vraiment, je pense que j'ai la meilleure alternance qu'on peut imaginer. Je fais des missions qui sont intéressantes, je suis assez libre pour être proactive, mais je peux être drivée lorsque j'en ai besoin. Enfin vraiment, c'est une alternance qui est géniale. D'ailleurs, je sais que ma boss regarde parfois mes épisodes, donc coucou Fabiola. Et donc du coup, tout ça pour dire que à ce moment-là, j'étais en période d'alternance, donc tout va bien. Et c'est donc à la fin de cette période d'alternance que je suis allée voir ma médecin, qu'elle m'a déclaré du coup en syndrome dépressif, etc., etc. Bref, et surtout, elle m'a fait un arrêt de travail directement en me disant « Tu ne remets pas les pieds dans ton université tant que ça n'a pas changé. » Ça ne s'est pas amélioré. Durant les 2 semaines d'arrêt, du coup, mes camarades n'ont pas forcément tenté de me joindre, ni de me fournir les cours, ni de m'inclure spécialement dans les cours. C'était assez compliqué. Et à la fin, en fait, de cette période, il y a eu du coup un sabotage académique où mon nom n'a pas été mis sur un rendu de copie, sachant que c'était un rendu qui était prédominant pour obtenir l'année. C'est-à-dire que j'aurais pu foirer mon année à cause de ça. Et j'ai dû me justifier auprès de ma professeure. Bref, je vous refais pas l'histoire, mais grosso merdo, c'était la merde. Donc, à la suite de ça, moi, j'ai tout simplement appelé le service alternance en disant que là, j'étais déclarée en syndrome dépressif, en phobie scolaire, que ça n'allait pas, qu'il s'était passé ça, et que là, ça tournait au harcèlement, et que donc, du coup, j'étais en droit de déposer une plainte. Ouais. Et alors, l'université, c'est assez drôle parce que on ne vous calcule pas jusqu'au moment où vous pouvez poser problème. Voilà. Parce que dans la minute où j'ai parlé de plainte, là vous inquiétez pas que j'avais les numéros de tout le monde. Hein. J'avais les numéros du doyen, du machin, du truc. Vous inquiétez même pas que j'avais plein de gens à appeler et plein de gens à contacter. C'est fou. J'en rigole aujourd'hui, mais autant vous dire qu'à l'époque j'étais un petit peu amère de voir ce genre de choses. Bref. Donc s'ensuit des appels téléphoniques à droite et à gauche, bref, tout ça pour dire que les solutions qui ont commencé à être évoquées et à être ramenées à mes oreilles ne m'allaient pas du tout, puisque on n'était pas du tout sur un aménagement de l'emploi du temps, on n'était pas du tout sur une réduction peut-être des projets de groupe pour me permettre d'être plus indépendante et donc de mieux gérer mon temps, mon énergie, etc. Pas du tout. Voilà, donc concrètement, on allait mettre le souci sous le tapis, remettre la moquette par-dessus, pipou papou. Oui, sauf que moi, je suis pas une débile, en fait. Donc, je savais très bien que si on continuait comme ça, j'allais tout simplement crever, émotionnellement parlant. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai décidé de chercher un plan B, et je l'ai très vite trouvé, puisque je me suis débrouillée pour trouver des écoles privées qui prenaient en alternance, etc., en distanciel. Et j'ai très vite été prise, puisque j'avais un dossier qui était flawless, comme on dit, qui était... Voilà, j'ai toujours eu un CV qui était intéressant, donc je m'inquiétais pas trop de me faire accepter dans des écoles, mais j'avoue que le fait de le faire en plein milieu de l'année, j'avais un petit peu peur de devoir attendre septembre, mais franchement j'en étais à un point où je me disais, je m'en fous, j'arrête et je recommencerai en septembre prochain, c'est pas grave, même si je perds 6 mois, même si j'ai perdu 1 an, je m'en fiche, c'est quoi, c'est pas grave. Mais il s'est avéré que j'ai trouvé une école qui faisait des rentrées du coup mensuelles et qui m'a dit mais non, pas de souci, on te prend sur la rentrée de mars, no problème, on t'envoie le contrat de travail, tu vois avec ton employeur, pas de souci. Mon employeur a une philosophie très simple, c'est que tant que moi je suis contente, il est content. Et de toute manière, les missions qui rentraient dans mon contrat précédent rentraient aussi dans celui-ci, donc voilà, on s'est arrangé, etc. Et globalement, je vous l'ai dit, j'ai la meilleure alternance du monde, donc ça n'a pas posé problème. Tout ça pour dire que j'ai fini par quitter mon cursus, me réorienter et que j'ai évité de vivre dans un syndrome dépressif et dans une phobie scolaire pendant 3 ans pour au final obtenir un cursus qui se déroule en 2, en distanciel et où je suis beaucoup plus épanouie parce que j'ai beaucoup plus de temps en entreprise. Du coup, voilà, j'ai le temps de faire des projets, c'est sympa, c'est kiki. Bref, je suis au max. Voilà, c'était la meilleure décision, je pense, de 2025, de quitter mes études. Et pourtant, Dieu sait que ça m'a demandé du courage d'assumer en fait le fait que mon bonheur, c'est que à moi de le gérer. Dans le sens où on nous met très vite dans la tête, je trouve, quand on est enfant, que une fois qu'on est engagé dans une voie, il faut pas se rétracter. Une fois qu'on a commencé quelque chose, il faut vraiment le finir, etc. Moi, je vous ressortirai ce dicton, je crois que c'est un dicton japonais, qui dit que si t'es monté dans le mauvais train, descends dans la station la plus proche. Parce qu'au moins, tu mettras pas 1000 ans à réatteindre la gare. Alors que si t'attends dans ce mauvais train pendant des jours et que tu passes toutes les stations,
putain, le trajet retour, t'inquiète qu'il va être bien plus long et qu'il va bien te crever. Donc voilà, ça a été une épreuve compliquée pour moi de me mettre face à mes responsabilités, mais ça aussi, je pense, c'était très salvateur dans le sens où j'ai fixé des limites claires et je les ai fait respecter. Quitte à faire une croix sur un cursus, j'en ai trouvé un autre qui était mieux. Donc comme quoi, une porte se ferme, 10 autres s'ouvrent et il suffit juste d'avoir le cran de quitter ce qu'on connaît pour aller vers l'inconnu. Au final, la morale de cette histoire. Bref, après ça, qu'est-ce qui s'est passé? J'avais mon challenge d'écrire 3 livres en 6 mois. Qui m'a donné cette idée? Par pitié, foutez-moi une gifle. Eh bien écoutez, ça a été 6 mois où j'ai fait une vidéo par jour, où j'ai tenu le rythme, où j'ai écrit les 3 livres, puisque du coup, ils sont maintenant... écrits. Alors, ils sont pas finalisés, mais les premiers jets sont là. Ils sont bien. Donc, de février à août, j'étais sur ce projet-là. En août, j'ai vraiment focus mon mindset là-dessus, puisqu'il me restait quand même pas mal de taf à abattre. Et au final, j'ai réussi en 10 jours à écrire, je crois, 30 000 mots, quelque chose dans le genre. Donc, j'étais vraiment très, très contente de moi. Voilà, donc ça a été un challenge qui m'a fait vraiment du bien et qui surtout m'a un petit peu forcé à donner de la liberté à ma créativité et à la travailler avec ma discipline. Je trouve qu'on a un petit peu trop l'image de créativité d'un côté, de discipline de l'autre, comme quoi les deux ne peuvent pas s'allier. Moi, je suis plutôt du genre à dire que la discipline et la créativité, c'est un peu comme un cheval fougueux. Évidemment, si vous lui foutez des enraînements, donc pour ceux qui connaîtraient pas, c'est tout ce qui est les morts, les trucs pour lui ramener le nez vers le poitrail, enfin bref, tout ce qui va tenir la tête du cheval, votre créativité va pas aimer, donc elle va juste se figer. Mais par contre, je pense que un soupçon de discipline sur une créativité nourrie, ça peut vraiment débloquer des idées et ça peut vraiment débloquer une productivité qui est assez incroyable finalement. Donc moi, c'est ce qui m'a tenue sur ce challenge, c'était le fait de me dire que j'avais d'un côté la liberté créative de faire une vidéo par jour sur le sujet que je voulais, mais de l'autre, j'avais quand même la discipline de dire il faut quand même que j'ai fini d'écrire 3 livres à la fin de ces 6 mois, donc il faut quand même que je me bouge le cul. Mais ça s'est très bien passé. Alors j'ai eu des moments plus cool que d'autres. L'écriture, c'est un truc avec lequel j'ai, je pense, encore un petit peu de mal, dans le sens où j'ai encore du mal à trouver ma manière d'écrire, j'ai encore du mal à trouver l'heure à laquelle je préfère écrire, etc. Mais ça, je pense que c'est aussi du fait que j'ai une vie d'alternante, donc je me lève, je vais au travail, j'ai des cours, etc. Donc c'est toujours un petit peu compliqué d'aller les deux, et j'ai pas pu faire des tests comme je l'aurais voulu. Mais voilà, j'apprends à me connaître, j'apprends aussi à développer ma plume, et ça c'est hyper agréable. Donc franchement, ce challenge, il m'a vraiment poussée à aller dans mes retranchements et à surtout faire un truc un petit peu dingue. Genre, écrire 3 livres en 6 mois, quand on le dit, ça paraît énorme, et j'arrive encore pas trop à me rendre compte que je l'ai fait. Donc morale de cette histoire, encore une fois, c'est fixez-vous des objectifs un peu fous et puis voyez où ça vous mène. Au pire, vous y arrivez pas, mais vous aurez appris des trucs en cours et vous atteindrez pas l'objectif, et au mieux vous atteignez votre objectif, voire même vous le dépassez, donc c'est génial. Et du coup, ce challenge, il m'a beaucoup aidé avec ma confiance en moi, je le pense, et surtout il m'a aidé à faire grandir mes réseaux. Et ça, c'est un truc sur lequel on va revenir après, mais j'ai eu un shift depuis cet été avec mes réseaux sociaux. Et je pense qu'il faut qu'on en parle. Cet été, donc, je finis le 3e tome de cette trilogie universitaire et en fait, mes réseaux sociaux ont grossi. Alors, ils n'ont pas grossi en mode exponentiel, mais je suis passée de 400 abonnés à peu près 2000. À ce jour, je crois que je suis à 2100. Donc, je trouve que j'ai quand même une croissance qui est intéressante. Et donc cet été, quand j'ai eu fini ce challenge, j'ai réfléchi un petit peu au prochain palier que je voulais amorcer dans ma création de contenu. Comment est-ce que j'allais en fait faire de ce rythme que je m'étais instauré, mon quotidien. Puisqu'en fait, ce challenge, il avait aussi pour but de tester mes limites en tant que créatrice, en mode, est-ce que je suis capable de faire une vidéo par jour pendant 6 mois, d'assumer, de répondre aux commentaires, de créer les scripts, de tourner, de monter, etc. Et soyons d'accord, c'est pas un rythme que l'on voit partout chez les créateurs de contenu d'aujourd'hui. Et c'est un rythme qui a ses particularités, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. C'est-à-dire que ce challenge, il m'a permis de libérer ma créativité. Par contre, j'ai dû m'asseoir sur mon perfectionnisme. Parce que quand tu fais une vidéo par jour, t'as pas le temps de faire des jolis plans, t'as pas le temps de vérifier tous les sous-titres, t'as pas le temps de créer en fait des vidéos qui aient une valeur ajoutée visuelle. À la limite, t'as le temps de faire une valeur ajoutée par le script, mais t'as pas non plus le temps de tourner un film en fait. Donc c'est un challenge qui m'a aidé à libérer ma créativité et à m'asseoir sur mon perfectionnisme, mais qui a surtout eu pour but de tester mes capacités en tant que créatrice. Et donc une fois que j'avais fini de les tester, que je me rendais compte du fait que ça avait fonctionné, que j'étais heureuse, que c'est un rythme qui me plaisait, même si c'était pas l'idéal, je me suis posé la question de qu'est-ce qui vient après. Quand on était à la campagne avec ma mère, je vois pas mal de publications, notamment de
d'influenceuses littéraires, d'éditrices, d'autrices qui parlent d'une collaboration avec une chaise, avec une marque qui fait un petit peu parler d'elle. Moi, je m'y intéresse vite fait, puis surtout, je pense à ma vieille chaise de bureau qui est trop grande pour moi, qui est pas confortable et sur laquelle je galère. Bref, c'est un problème que j'ai depuis des années, je le sais, c'est toujours un enfer pour moi de trouver des chaises à ma taille. Et du coup, voilà, l'idée fait son chemin et puis je me dis, bon, tu sais quoi, est-ce que j'essaierais pas de voir avec la marque? Donc, j'en parle à ma mère et ma mère me dit, écoute, si tu testes pas, tu sauras jamais. De là, j'envoie un petit DM à la marque en disant « Bonjour, je serais intéressée. Je sais que je suis pas aussi influente que les personnes que vous engagez d'habitude, mais je serais contente de faire une vidéo sur votre produit. » À l'époque, je devais avoir entre 1500 et 1800 abonnés grand max. Et la marque me répond positivement en me disant « Pas de souci, tiens, tu t'inscris sur le portail affilié, machin, tu rentres tes trucs, et nous on t'envoie la chaise et tu fais la vidéo. » Comment vous dire que j'étais choquée. En fait, je m'attendais pas, je pense, à ce que ce soit aussi facile. Et d'un autre côté, j'avais des vidéos qui étaient bien montées sur mon feed, donc je pense que ça a aussi un petit peu aidé. Et bon, j'ai pas cherché à négocier les termes du contrat. Ils voulaient une vidéo, je leur ai dit, je fais une vidéo unboxing, mais je ferai une deuxième vidéo sur mon setup. Donc du coup, je parlerai 2 fois de votre chaise. Vraiment, en fait, c'est moi, je me suis négociée toute seule de faire 2 vidéos, bref. Mais en tout cas, la marque, du coup, qui est Musso, était contente. Voilà, hein. Et surtout, le service que j'ai eu avec la personne était vraiment très humain, très gentil. Il n'y avait pas de pression, etc. Donc c'est aussi pour ça que j'ai, entre guillemets, accepté de bosser pour eux un petit peu plus. Parce que s'ils m'avaient traité comme un objet, je pense que je n'aurais pas fait cet effort. Et bref, de là, du coup, je fais ma première collaboration. Les émotions, oh mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Et je me dis, en fait, ça va s'arrêter là, quoi. Je vais avoir, ok, j'ai gagné une chaise, mais ça va pas aller plus loin. Je pense pas que, voilà, que ça va me rapporter des 1000 et des cents. À savoir que dans ce genre de collaboration, en fait, on est sur ce qu'on appelle des liens affiliés. Pour ceux qui savent pas ce que c'est les liens affiliés, je vais vous faire un très bref cours sur qu'est-ce que c'est que ce truc. En gros, moi j'ai un code, donc Nora Croyable, qui offre à la personne qui l'entre sur le site moins 25 € sur sa commande. Ces moins 25 €, la personne ne les paie pas du tout. Et en gros, la marque me reverse un pourcentage de la vente effectuée. C'est au prorata de ce que les personnes dépensent avec mon code. Et moi, naïve que je suis, je me suis dit, mais les gens n'achèteront pas. Mes abonnés ne sont pas non plus dans la clientèle de base. Alors oui, il y a des gamers, oui, il y a des auteurs, mais je pensais pas que ça allait prendre. Et il s'est avéré que si. Alors comment vous dire ? Quand j'ai vu que j'avais des commandes avec mon code, j'étais à la fois contente, parce que je me suis dit, ok, ça veut dire que ma vidéo, quelque part, elle est bien faite et qu'elle donne envie aux gens, donc c'est génial. J'étais contente 2 fois, parce que ça veut aussi dire que mes abonnés potentiellement qui avaient acheté la chaise, ils me faisaient confiance. Donc ça m'a fait vraiment beaucoup de bien, je pense, au niveau de cette partie de moi qui n'était pas encore sûre d'avoir une communauté très engagée. Merci à ceux qui ont acheté mon code, mais merci aussi à ceux qui ont partagé ma publication tout court, ça fait toujours plaisir. Et de toute manière, même quand vous likez juste une photo, ça aide. Donc ne pensez pas que votre impact est moindre parce que vous dépensez pas votre argent, vraiment pas. Et à la fois, du coup, j'ai vu un petit peu les chiffres grimper. Alors, j'en suis pas à en vivre. J'ai vraiment, mais vraiment pas de quoi en vivre aujourd'hui. Mais j'ai eu des chiffres qui étaient intéressants. Alors, ça a pas dépassé le millier d'euros, mais ça a dépassé la centaine. Et rien que ça, de me dire que j'avais gagné une chaise et plus d'une centaine d'euros avec un partenariat, ça m'a mindfuck. Vraiment. Et j'étais en mode, waouh, qu'est-ce qu'il se passe ici? Et en fait, je sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là, mais en gros, je pense que j'ai shifté en mentalité. Je me suis dit, ok, bah tu sais quoi? Ça a marché, ça veut dire que le reste peut fonctionner aussi. Et donc de là, en fait, toujours en parlant avec ma mère, je tente des opportunités que j'aurais jamais osé tenter. J'ai contacté un salon de romance sur Sifour-les-Plages pour leur dire, bah écoutez, je suis créatrice de contenu, est-ce que ça vous dit que je vienne? J'avais déjà prévu d'y aller, mais vas-y, on tente quand même. Et le salon m'a répondu, avec grand plaisir, on t'offre ta place, tu viens, tu petit déjeunes avec les auteurs. Bref, j'ai gagné une place gratuite à ce salon, j'ai fait un vlog, ils étaient super contents et j'ai pu faire connaissance avec le staff organisateur. Et franchement, toutes les personnes qui en faisaient partie, c'était des amours. Donc, hyper bonne expérience, j'ai kiffé mon salon, j'ai rencontré des auteurs, j'ai dépensé une blinde en livres, bref, au top. Également, j'ai retenté l'expérience récemment pour un mini-événement littéraire autour de la saga Twilight. Pareil, c'était un truc en petit comité, etc. Fallait réserver à l'avance, etc. Et du coup, j'ai envoyé un message au numéro que j'avais du coup de ce staff. Moi, je suis dispo ce soir-là si vous voulez que je vienne et que je fasse un petit vlog. Et ils m'ont dit oui. Tout ça pour dire qu'en gros, je suis passée d'un mindset où juste je faisais mes trucs de mon côté, j'espérais qu'on me remarque, à je provoque ma chance. Vraiment, je provoque mes opportunités et j'ose aller chercher les opportunités et je me restreins plus à attendre
qu'elles arrivent à moi. Et je pense que là-dedans, il y a eu aussi tout ce délire un petit peu de loi de l'attraction et de manifestation, puisque vraiment je me répétais régulièrement que j'attirais l'abondance, que j'attirais les opportunités, que j'étais chanceuse, que j'attirais à moi toutes les portes que j'avais envie de traverser dans ma vie. Et honnêtement, depuis que j'ai fait ce changement mental, les opportunités s'enchaînent, je gagne en crédibilité, je gagne en contrat, j'ai mes premières commissions. Alors j'ai eu ma première commission d'illustration, j'ai eu ma première commission de couverture aussi. J'ai eu ma première commission aussi pour accompagner une autrice qui voulait une identité graphique. Puis au final, ça s'est transformé un petit peu en accompagnement numérique pour l'aider à développer son Instagram. Bref, et tout ça, c'est des choses que je voulais provoquer et c'est des choses que je voulais tester. Et c'est des opportunités que j'ai décidé de saisir aussi. Je pense notamment à la commission d'illustration où ça m'avait déjà été demandé par le passé de dessiner pour des personnes qui voulaient que je dessine leur personnage, mais j'avais souvent refusé parce que je me considérais pas comme artiste, parce que je me considérais pas assez douée, parce que j'avais peur de décevoir. Et en fait, quand la personne est venue me demander une illustration de ses personnages, déjà je savais que ça allait être compliqué parce que ce qu'elle me demandait, c'était techniquement, ça repoussait déjà entre guillemets un petit peu mes limites de ce que je savais faire, puisqu'elle me demandait une illustration avec 2 personnages, avec un décor, avec des jeux de lumière, bref. Je savais que ça allait être compliqué. Et d'un autre côté, je me suis dit, de toute manière, si t'essaies pas maintenant, t'essaieras jamais. Alors du coup, j'ai fait ce qui me semblait être juste, c'est-à-dire que j'ai vu des tarifs qui étaient corrects, qui étaient honnêtes pour mon expérience, pour le temps que j'allais y passer et pour la personne qui voulait m'engager, c'est-à-dire que je me suis accordée avec son budget, mais aussi par rapport au temps que j'allais passer sur l'illustration. C'est-à-dire que j'ai essayé de trouver un compromis entre mes compétences, mon temps et le budget de la personne, sans pour autant dévaloriser mon travail et faire une illustration à 50 €. Parce qu'une illustration, ça coûte pas 50 €. Et à partir du moment où la personne m'a dit « Ok, va pour ce budget-là, pas de problème, machin, tiens, là, compte, nanana », je me suis dit « Là, c'est juste ta responsabilité de faire du mieux que tu peux. » Tout simplement. Ça veut pas dire que l'illustration sera phénoménale, ça veut pas dire que ça va être le banger de l'année, ça veut pas dire que ce sera ma plus belle illustration, mais ce sera le mieux que j'aurais pu faire pour cette illustration-là, pour cette cliente-là, pour satisfaire son envie à elle à ce moment donné. Et ça, je pense que c'est aussi un shift que j'ai fait dans le sens où je prends plus la responsabilité des autres. Je m'explique encore une fois. En gros, j'ai arrêté de prendre la responsabilité des gens qui allaient juger mon illustration comme valant pas ce que j'ai fait payer à ma cliente. Je sais pas si c'est très clair, mais je vais essayer de développer. En gros, quand je propose mes services, que ce soit de couverture, d'illustration, etc., j'ai toujours peur qu'on juge mes tarifs comme étant trop chers ou qu'on me juge comme malhonnête. Le truc, c'est que ces pensées-là, c'est des gens qui sont pas bien dans leur peau, qui les ont, parce que j'ai des potes qui sont illustratrices et ces potes-là, elles jugent pas mes tarifs. Elles savent très bien le milieu, comment il est, et elles savent que je suis honnête. Les personnes qui trouvent que c'est trop cher, en général, c'est des personnes qui connaissent pas le milieu et qui connaissent pas tout ce qu'il y a derrière. Donc, quand je parle de tout ce qu'il y a derrière, les taxes, les impôts, etc., etc. Et donc, j'ai arrêté de prendre la responsabilité des gens qui allaient critiquer mes prix, qui allaient critiquer ma façon de faire. Et j'ai juste dit, moi, ma responsabilité, c'est de satisfaire au maximum mes clients au moment donné. C'est tout. J'ai aucune autre responsabilité. J'ai pas la responsabilité de ce que les gens pensent de mon travail. J'ai juste la responsabilité de faire du mieux que je peux et d'accorder au maximum les envies de mes clientes avec leurs besoins, avec leurs objectifs. Et franchement, ce changement de mode de pensée, il m'a fait un si grand bien. En fait, ça a été la combinaison de tout ce dont j'ai parlé dans les épisodes précédents de ce podcast, je pense. C'est-à-dire que j'ai défini mes limites, j'ai défini ma confiance dans mes compétences, etc., etc. Et bref, j'ai travaillé sur moi et sur ce que je pouvais proposer et j'ai tout simplement décidé de me lancer et d'arrêter de me poser trop de questions, de me dévaloriser ou de laisser mon syndrome de l'imposteur prendre le devant. Parce que oui, ça va être le dernier sujet de ce podcast parce que là, on a parlé déjà de beaucoup de choses, mais plus j'atteins la réussite, entre guillemets, donc plus je grossis, plus je reçois des DM, plus en fait finalement je me fais ma place sur internet et plus je me demande si je le mérite vraiment. Voilà. Très honnêtement, je pensais pas un jour avoir affaire au syndrome de l'imposteur. Je pensais que j'étais immunisée contre ça, je pensais que j'avais tellement fait ce travail sur moi-même d'avoir confiance en moi, de m'estimer, de m'aimer, que j'allais pas l'avoir. Grosse erreur. J'ai le syndrome de l'imposteur. Voilà. Je sais pas si je mérite d'avoir autant d'abonnés que ce que j'ai sur Instagram actuellement. Je sais pas si je mérite d'avoir des gens qui me soutiennent dans mes projets. Mais globalement, quand je me pose la question, je fais un pas en arrière et je me dis juste, est-ce que tu kiffes ce que tu fais ? Oui. Est-ce que tu fais du bien aux gens avec ce que tu fais ? Vu les DM que je reçois ? Oui. Est-ce que c'est dans tes valeurs ce que tu fais ? Oui. Alors continue et arrête de te poser trop de questions. Parce qu'en fait, plus on se pose des questions, plus on ralentit, et plus on ralentit, plus
on voit nos efforts en fait s'amenuiser et on met de l'énergie dans les doutes au lieu de les mettre dans les actions concrètes pour avancer. Et j'avoue, je suis un peu passée en mode focus sur le fait que j'attire les opportunités. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis passée d'un mindset où j'attendais qu'on me remarque à un mindset où je me fais remarquer, je prends les opportunités. Et lorsque le syndrome de l'imposteur est venu toquer à ma porte, j'ai juste fait « Salut, t'es là toi ? Bah écoute, très bien, mais moi je reste focus sur le fait d'attirer l'abondance, d'attirer les clients, d'attirer en fait la vie que j'ai envie de mener, sans m'occuper de mon syndrome de l'imposteur. Parce que je pense que plus je vais avancer dans le process, plus je vais avoir des clients, clientes, plus je vais travailler avec des personnes qui vont aimer mon travail et plus je vais me sentir légitime. Alors je dis pas qu'il va pas y avoir une petite thérapie à faire pour gérer le monsieur là qui cogne encore sur le pas de ma porte, c'est un petit peu chiant, mais je pense qu'aujourd'hui j'ai la meilleure stratégie pour ne pas me flinguer et ne pas m'auto-saboter alors que la pente commence tout juste à se lancer pour moi, alors que mes statistiques commencent tout juste à grimper. Je pense vraiment que le fait de rester juste concentré sur mon objectif, c'est la meilleure chose que je puisse faire. Voilà pour ce bilan finalement de 2025. Donc beaucoup de changements, beaucoup d'épreuves, beaucoup de leçons apprises. Je ferai sûrement d'autres podcasts si je trouve d'autres sujets à aborder sur cette année. J'espère en tout cas que celui-ci vous aura plu, que ce petit point, ce petit bilan aura pu vous mettre un petit peu au parfum si vous aviez loupé quelques épisodes. Si vous ne me suivez pas encore sur Instagram ou TikTok, je vous invite à le faire. C'est là-bas où je suis la plus régulière et la plus active en ce moment. Si vous m'écoutez depuis YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, liker et à commenter cette vidéo. En revanche, si vous êtes sur Spotify, n'hésitez pas à noter ce podcast 5 étoiles, à mettre un petit commentaire et à vous abonner pour recevoir tous les autres épisodes. On se retrouve bientôt, je l'espère, sur Diabolo Fraise. D'ici là, prenez grand soin de vous. Et sur ce, il ne me reste plus qu'à vous dire bye!